Monsieur le Président, outre ces piètres performances économiques, l'ancien gouvernement travailliste PMSD, aujourd'hui dans l'opposition, a conduit une dangereuse campagne contre les plus démunis, contre les plus faibles, contre les sans-voix. Résultat des courses, à la fin du mandat travailliste, les riches étaient devenus plus riches, les pauvres étaient devenus plus pauvres. C'est aussi cruel et injuste que cela. Ce ne sont pas des allégations que j'exprime ici, mais bien une réalité concrète qui doit être exposée à la population. Ainsi, en 2006 et 2012, la part du revenu total revenant aux 20% des ménages situés au bas de l'échelle, c'est-à-dire les plus pauvres, a diminué, passant de 6,1% en 2006 à 5,4% en 2012. En revanche, la part des 20% des ménages situés dans la tranche supérieure, c'est-à-dire les plus riches, est passée de 45,6% à 47,4%. Monsieur le Président, le leader de l'opposition se demande quel est l'agenda de ce gouvernement. Permettez-moi de lui retourner la question. Quel était l'agenda du gouvernement travailliste PMSD lorsqu'en 2006, dans un contexte économique plus que favorable, où la croissance mondiale affichait plus de 4%, il n'avait pas hésité, with the stroke of a pen, à arracher le pain de la bouche des écoliers tout en optant, sans une once de scrupule, pour une politique fiscale des plus avantageuses pour les plus fortunés, avec la baisse de la taxation directe. Avait-il consulté la population avant d'enlever ses acquis sociaux et de promulguer ces mesures pro-riches? De plus, ces mesures étaient catastrophiques pour notre économie. Il devrait savoir que la taxation est le meilleur outil pour la redistribution des richesses et la réduction des inégalités et ainsi une amélioration de la potentialité économique. Il me semble difficile de croire que l'agenda du gouvernement de l'époque était alors de travailler au service de la population. Tout cela est bel et bien la conséquence du parti pris économique ultralibéral appliqué à cette époque qui consistait à favoriser les très hauts revenus au détriment de ceux au bas de l'échelle. Cela a d'ailleurs conduit à la fuite de capitaux et plus précisément à des dépenses annuelles de 503 millions de dollars américains, soit 17 milliards de roupies, de la part de ces riches mauriciens vers d'autres pays entre 2011 et 2015. Ce chiffre, représentant environ 5% du PIB, ont donc été dépensés à l'étranger plutôt que localement. C'était ça, votre stratégie économique. Prendre aux plus pauvres pour le donner aux plus riches. Et aujourd'hui, le leader de l'opposition continue avec cette stratégie en défendant cette petite poignée d'ultra-riches qui gagnent des millions et qui sont contre cette mesure. Mais le leader de l'opposition n'a jamais élevé la voix pour défendre ceux et celles qui touchaient un salaire de moins de 5 000 roupies par mois. Il n'a jamais interpellé ces ultra-riches pour leur demander de réparer cette injustice. Monsieur le Président, c'est en éprouvant le sentiment d'injustice que nous connaissons le désir de justice. C'est à la suite de cette douloureuse expérience de 2006 à 2014 que la population mauricienne a choisi de faire confiance en 2014 et de confirmer en 2019 à un gouvernement responsable, bienveillant et progressiste avec un Premier ministre qui tient sa parole. Ainsi,
Au regard de la situation socio-économique délétère dont nous avons hérité en décembre 2014, il a fallu très vite renverser la tendance avec des mesures fortes et courageuses. Grâce à l'introduction du Negative Income Tax, du National Minimum Wage et de l'augmentation du Basic Retirement Pension de 3 623 roupies en 2014 à 6 210 roupies en 2019, le gouvernement a largement contribué à remédier à la baisse des inégalités de revenus et à empêcher une nouvelle baisse du niveau de croissance du PIB dans l'économie. Cette politique a produit les effets escomptés. En effet, la part du revenu total revenant aux 20% des ménages situés au bas de l'échelle des revenus est passée de 5,3% en 2012 à 5,7% en 2017, alors que la part des 20% de ménages situés dans la tranche supérieure a diminué de 47,5% à 46% au cours de cette période. En conséquence, le coefficient de Gini est passé de 0,42 en 2015 à 0,4 en 2017 et selon les dernières estimations de la Banque mondiale, le coefficient de Gini devrait encore diminuer pour atteindre 0,342 en 2020. Monsieur le Président, nous avons choisi de rendre justice à ceux qui ont été trop longtemps laissés de côté par un duo travail-sperme-SD égoïste. Ceux qui ont été oubliés car leur voix ne se faisait pas entendre. C'est en s'appuyant sur cette même philosophie que le gouvernement a décidé, fin 2019, d'augmenter encore davantage le montant de la pension pour l'amener à 13 500 roupies d'ici 2024. Cette promesse faite représente une avancée sociale majeure puisqu'elle place le montant de la pension à 150% du seuil relatif de pauvreté qui devrait s'établir en 2024 aux alentours des 9 000 roupies par mois en tenant compte de l'inflation combinée. C'est d'ailleurs sur une recommandation de l'OCDE indiquant que le montant de la pension minimum devrait être nettement supérieur au seuil de pauvreté relative que le gouvernement a pris cet engagement. Imaginez-vous qu'en 2012, sous le gouvernement travail-sperme-SD, la pension représentait à peine plus de la moitié du seuil de pauvreté relative. Trouvez-vous cela décent de faire vivre nos aînés avec 3 350 roupies par mois? Monsieur le Président, je tiens également à rappeler que l'augmentation de la pension s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie économique. En effet, nous savons pertinemment que les personnes âgées ont une plus grande propension à consommer et donc à soutenir la croissance économique. Preuve s'il en est, l'augmentation graduelle du Basic Retirement Pension entre fin 2014 et 2019 de 3 623 roupies à 6 210 roupies a permis de stimuler les dépenses de consommation dans l'économie grâce à un effet multiplicateur de 0,56%, contribuant ainsi à un peu plus de 10 milliards de roupies dans le PIB. L'amélioration des droits sociaux est en phase avec la vision de justice sociale et d'efficacité économique portée par le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement mauricien a dépensé quelques 23 milliards de roupies en 2019 pour les dépenses liées au BRP. Avec l'augmentation du BRP à 9 000 roupies à la fin de 2019, puis le paiement de l'allocation supplémentaire de 4 500 roupies d'ici 2024, les besoins supplémentaires de financement de la pension vont être croissants, soit plus de 20 milliards de roupies annuellement. Parallèlement, en raison de la pandémie de la Covid-19, nous assistons à une contraction de la croissance économique qui a pour corollaire une baisse des recettes du gouvernement d'environ 28 milliards de roupies. Face à ce constat
Il était donc nécessaire de disposer de sources de financement complémentaires afin de pouvoir financer le BRP à 9 000 roupies à 60 ans et l'allocation additionnelle de 4 500 roupies à 65 ans à l'horizon 2024. Monsieur le Président, pour financer la pension, le gouvernement aurait pu tout simplement diminuer le montant du BRP, repousser l'âge du versement du BRP à 65 ans ou encore ne l'accorder qu'à une certaine frange de la population. Toutes ces options ont été proposées au gouvernement en amont du budget 2021 par des parties tierces. Cependant, elles auraient toutes eu des conséquences sociales et surtout économiques dramatiques. À titre d'exemple, diminuer le montant du BRP à 7 000 roupies aurait fait immédiatement chuter le revenu de 270 000 individus, entraînant de ce fait une diminution des dépenses de consommation de 7 milliards de roupies par an, soit une baisse potentielle de 1 point de pourcentage de PIB par an. Repousser l'âge du versement du BRP à 65 ans au lieu de 60 ans aurait fait diminuer de 36% le revenu de quelques 85 000 personnes âgées de 60 à 65 ans. Cela aurait de surcroît conduit à une baisse de 9,9 milliards de roupies de dépenses de consommation par an, soit une baisse potentielle de 1,2 point de pourcentage de PIB par an. Monsieur le Président, le gouvernement aurait également pu augmenter certaines taxes existantes, comme la TVA ou l'impôt sur les sociétés. De même, cela n'aurait été ni juste ni efficace. En effet, une augmentation de 5 points de TVA entraînerait une baisse de 3,4% de la croissance de consommation, soit une diminution potentielle de 1,9 point de pourcentage de PIB par an. Pour pallier aux lacunes de ces différentes options, nous avons choisi d'opter pour une stratégie multicanale, associant une réforme fiscale, l'étalement du versement de la pension à travers le BRP à 9 000 roupies à 60 ans et l'allocation supplémentaire de 4 500 roupies à 65 ans et l'introduction d'une charge sociale obligatoire, la contribution sociale généralisée. Monsieur le Président, la contribution sociale généralisée, la CSG, a été introduite comme un modèle durable, équitable, contributif et surtout intergénérationnel. La CSG sera ainsi utilisée comme une source de revenus supplémentaires pour financer en partie la pension et mettre fin au déficit actuariel du National Pension Fund. En effet, compte tenu, entre autres, du vieillissement rapide de la population, la non-durabilité du système du NPF a été mise à nu et il était nécessaire de procéder à des réformes. Cela a notamment été souligné par les institutions internationales, qu'il s'agisse du FMI ou de la Banque mondiale. Au niveau local, les derniers rapports actuariels font état d'un déficit actuariel croissant. Le FMI avait d'ailleurs avancé en 2015 que l'insoutenabilité du NPF devrait, à terme, être supportée financièrement par l'État, ce qui aurait eu un impact délétère sur les finances publiques. À ce titre, permettez-moi d'être très clair sur ce point, qui semble mystérieusement échapper aux membres de l'opposition. Si les contributions au NPF avaient été maintenues, une augmentation du taux de contribution à 19,2% à moyen terme aurait été inévitable. Ce doublement du taux était une catastrophe non seulement pour la compétitivité des entreprises, qui auraient dû supporter un énorme fardeau en termes de charges patronales, mais aussi pour le pouvoir d'achat des travailleurs qui auraient vu leurs revenus disponibles réduire comme peau de chagrin. Ainsi, quand j'entends l'honorable Duval prétendre que ce n'est pas le moment d'introduire la CSG, permettez-moi de lui dire qu'il se trompe doublement. Il se trompe une première fois en faisant abstraction des lacunes au long terme du NPF. Et comme si cela ne suffisait pas,
il se trompe une seconde fois en omettant de prendre en considération les conséquences de la Covid-19 sur les finances de l'État. Pour ce qui est de la métaphore du fromage proposée par l'honorable leader de l'opposition, je souhaiterais lui rappeler que ce fromage qu'est le NPF, comme il le dit, représentait moins de 1 000 roupies par mois pour plus de la moitié des contributeurs au NPF, 53% d'entre eux pour être très précis. Monsieur le Président, la CSG, en étant contributive, équitable, intergénérationnelle et soutenable, est une manifestation concrète de la philosophie et des engagements de ce gouvernement. Ce gouvernement souhaite que nos aînés puissent vivre décemment, et cela peu importe ce qu'ils ont contribué en tant qu'actifs. Car tous nos concitoyens ont le droit à une retraite paisible. La CSG s'inscrit dans la philosophie de justice sociale, d'équité et de progrès social portée par le Premier ministre. Monsieur le Président, comme vous l'avez compris, réforme de la pension et introduction de la CSG sont intimement liées. Cette réforme s'intègre dans la stratégie présentée au travers du budget 2020-2021 qui fait la part belle à la justice sociale. À ce titre, la redéfinition des contours du Solidarity Levy va dans ce sens et permet également à l'État de garantir des revenus supplémentaires pour assurer une croissance robuste et une lutte efficace contre les inégalités. Monsieur le Président, l'introduction de la CSG, qui va permettre à notre système de pension de se maintenir dans le temps, prend tout son sens dans le contexte actuel, tant du côté des employés que des employeurs, puisque l'immense majorité de ces deux catégories paieront moins sous la CSG que sous le NPF. Je rappelle aussi que si les contributions NPF sont supprimées à partir du 1er septembre 2020, le paiement des bénéfices au titre du NPF est, lui, bien maintenu. Ainsi, toutes les contributions accumulées dans le NPF restent dans le fonds et les paiements se feront en conséquence. Voilà de quoi rassurer ceux qui ont jusqu'à présent cotisé au NPF et qui ont été inutilement inquiétés par la démagogie de certains. Monsieur le Président, je me saisis également de cette occasion pour rappeler quelques chiffres clés qui, je n'en doute pas, mettront immédiatement d'accord les membres de l'opposition et certains pseudo-détracteurs de la réforme. En ce qui concerne la compétitivité des entreprises, je l'ai dit et redit, la très grande majorité des entreprises, c'est-à-dire 81% des entreprises du secteur privé, soit 16 403 sur 20 150 sociétés, vont payer moins par le biais de la CSG. Même constat au niveau des secteurs d'activité où 15 sur un total de 21 secteurs paieront dans l'ensemble moins sous la CSG que dans le cadre des NPF. Plus encore, 100% des secteurs ont une majorité d'employés qui vont payer moins. C'est-à-dire 100% des secteurs ont une majorité d'employés qui sont gagnants avec la CSG. En termes de pouvoir d'achat, 89% des employés, c'est-à-dire tous ceux dont le salaire de base est inférieur à 39 800 roupies par mois, paieront moins sous la CSG par rapport au NPF. Et l'honorable Duval a pourtant eu l'effronterie de dire que la CSG était, je cite, une insulte faite aux travailleurs. Alors que nous savons que 9 employés sur 10 vont payer moins sous la CSG que sous le NPF. Je me demande si ce n'est pas cet ancien ministre des Finances qui est en train d'insulter les Mauriciens.
combattant farouchement les affabulations formulées par ceux assis de l'autre côté de la Chambre, le gouvernement d'aujourd'hui est aux côtés des travailleurs. Preuve s'il en est, pas plus tard que la semaine dernière, le représentant syndical du secteur privé a sur un plateau radio fustiger le brouhaha inutile créé autour de l'introduction de la CSG. Excusez-moi du peu, il a même qualifié de honte et de lâcheté la guerre ouverte menée contre la CSG par une infime partie du patronat. Au leader de l'opposition qui, quant à lui, qualifiait la CSG d'injuste et de bombe à retardement social, je souhaiterais lui demander, au regard de ces chiffres, s'il n'est pas lui-même embarrassé par ses propres propos teintés d'hypocrisie et de démagogie. Je lui rappelle également que le secteur public est lui aussi assujetti au paiement de la CSG. Monsieur le Président, j'espère que ces chiffres auront également réussi à convaincre les autres honorables membres de l'opposition. Si cela n'est toujours pas le cas, peut-être que les conclusions du dernier rapport du FMI sauront enfin les mettre d'accord. En effet, dans son dernier rapport d'octobre 2020, le FMI plébiscite les choix politiques et économiques portés par ce gouvernement et prévoit une croissance économique de 9,9% en 2021. Notre économie est bel et bien sur les rails pour connaître une reprise soutenue et durable dans les prochaines années. Alors, quand je lis l'honorable Outim s'exclamant dans les médias que l'objectif de ce gouvernement n'est pas de gérer efficacement le pays, mais de rester au pouvoir, je reste pantois. De plus, j'aimerais lui rappeler que les employés du public contribuent déjà à hauteur de 6% de leur salaire pour leur pension. Et je le rassure que les ministres et autres parlementaires sont bien assujettis à la CSG. J'ai déjà donné des instructions dans ce sens pour que les représentants de l'État payent de leur poche. Le processus administratif est en train d'être finalisé afin que tous les parlementaires contribuent à la CSG dès le mois de septembre 2020, comme tous les autres employés. Je tiens aussi à lui rappeler que c'est le ministère des Finances et par conséquent le ministre des Finances qui accorde les exemptions fiscales aux parlementaires pour l'achat de leur voiture neuve. La réussite de la politique de ce gouvernement ne plaît pas à tout le monde, c'est évident. Certains préféreraient voir le pays plongé dans le marasme économique et social. C'est pourtant l'inverse qui se produit. Preuve s'il en est, selon le FMI, le PIB de Maurice augmentera donc de 9,9% en 2021 et de 6,5% en 2022. Ceteris paribus. Le PIB reviendrait à son niveau de 2019 à la fin de 2021, soit à 502 milliards de roupies. Qui plus est, toujours dans ce même rapport, le FMI tient compte des différentes réformes menées par ce gouvernement et prévoit ainsi que les recettes publiques, qui étaient de 101 milliards de roupies en 2019, passeront à 150 milliards de roupies en 2024, toutes choses égales par ailleurs. Lorsque nous parlons de la viabilité du système de retraite et de la soutenabilité des finances publiques, ces réformes visant à accroître les recettes de l'État sont d'une importance capitale. Et la CSG fait partie de cet ensemble. Grâce aux réformes menées par le gouvernement sous le leadership de notre Premier ministre et en tenant la promesse faite aux Mauriciens, nous diminuerons la part des dépenses de pension tant par rapport aux recettes de l'État que par rapport au PIB. C'est pourquoi la CSG rend le système de retraite viable, soutenable et juste. Je suis fier
avec le soutien du Premier ministre et de mes collègues de la majorité, de porter cette avancée sociale de premier plan, qui est aussi un incontestable levier de croissance et d'assainissement des finances publiques. Monsieur le Président, permettez-moi de terminer mon propos avec une réflexion de l'abbé Pierre. L'injustice, ce n'est pas l'inégalité, c'est le non-partage. Voilà qui devrait donner à réfléchir et à rejeter cette motion. Merci. Thank you, Leader of the Mr. Deputy Speaker, sir, the Minister of Finance should be grateful that there is no levy or tax on verbal diarrhea, no nightmares. I have listened to him very intently, but he has failed to convince us on the merits of contribution sociale généralisée. And I would advise him to interface with those who are losing their jobs on a day-to-day basis. And if he wants to know what absolute poverty and poverty is, I would advise him to go to the nooks and corners of this country. Then he will understand the harsh realities and the undue hardship that people are paying because of false dawn and false policies of this government. Let me thank all those who have participated in the debate. I think, notwithstanding what the Minister of Finance has said, the debate has been relatively healthy. Debate on the motion that Contribution Sociale Généralisée Regulations 2020, published under Government Notice 214 of 2020, and laid on the Assembly 3rd November 20, be disallowed. For the sake of brevity at this early hours of the morning, Mr. Deputy Speaker, sir, I will say that honesty is the best policy. And I would have expected our friends sitting on the government bench to say loud and clear that today we are paying the price of overpromise and under-deliver. This is the price that we are paying. And if I have to substantiate what I've said, I will refer to what I stated earlier in relation to what the Prime Minister promised on the World Elderly Day in October 2019. Progressive increase in non-contributory pension from 9,000 to 13,500 before 2024. This is a false promise. This is a false dawn. And today, we have to bear the consequences of all these false promises. Mr. Deputy Speaker, there is every reason for the private sector, on behalf of all employees, to challenge the constitutionality of the Contribution Sociale Généralisée. And this issue has been canvassed by our good friend who is well endowed in law, and he has put across his points very forcefully. Let me also convey my appreciation to our friends from the opposition bench, Honorable Adil Amir and UTIM, and all our friends who have intervened very forcefully to rebut the arguments put across by our friends, arguments which hold no water. And nobody has dared to spell out the harsh realities on the government bench. The problem is an aging population and an aging workforce. And this is an issue that has to be addressed. I have not heard anything from our friends at the government bench in respect of influx of foreign workers or not, and the consequences of the influx. What is it that we need to do to address the issue of aging workforce frontally?
Mr. Speaker, so what is the alternative? Failure to come with concrete proposals, they had no choice but to introduce contribution sociale généralisée. And arguments have been put forward very clearly by Honorable Yutim on the demerits of the contribution sociale généralisée, which is a clandestine tax. A clandestine tax. And who are those who have to bear the consequences? First of all, the employees of the private sector. A tax upon the gross income of employees in the private sector. A tax which is divisive, which is retrograde, which is unnecessary and discriminatory. And it is not sustainable. We have given facts and figures to prove that it's going to collapse like a pack of cards. And all your dreams that you cherish, Honorable Minister of Finance, all your dreams will be shattered. You can afford to pay the price of a shattering dream. But what about those workers? Those who have to work hard to eke out a living. Those on the dole. Those who are trying to earn a living temporarily on wage assistance scheme. And in the meantime, nothing is being done to take corrective measures to address sectoral reform. And I advise my friend to have a talk with those in the private sector. I'm not talking of the fat cats or what we call rent seekers. I'm talking of those who work hard, who know what endurance means, who know what the culture of innovation is, who know how to harness energy and to turn energy into socio-economic achievement. Mr. Speaker, the Minister of Finance stated earlier that he has paid heed to all stakeholders. Let me remind him. And in a PNQ which I addressed to him on the 12th of June, I asked the Minister of Finance what consultations, if any, he had had in relation to his pension reform and the contribution sociale généralisée. And if so, with whom and when? He never answered with whom, nor when. In his usual pompous arrogance, he stated that the ministry had proposed what he called a form of dialogue. This is the way that he deals with stakeholders of this country. And I can remind him that this arrogance has a price. And the price of arrogance is confrontation. A Minister of Finance is responsible. Rally all the stakeholders, identify the problems, address them frontally, and see what is the best solution. And the best solution comes when there is consultation, when there is harmonious blending amongst all the stakeholders to come up with concrete proposals. Let me ask him, and he knows very well when I say that this is a clandestine taxation. He knows very well the reasons as to why I say this is a clandestine taxation, Mr. Speaker. Several reports have been produced. But when the ministers say that they've dared to take corrective measures to address an issue, which I grant him is a very difficult issue, because you have to sustain our pension scheme. We have an aging workforce. But to sustain it, you don't come with a measure which is not palatable, a measure which is not acceptable, a measure which is damaging to the economy, and a measure which will run down the economy and is adverse to socio-economic development because it impacts, first of all, on the mobility of the workers. Mr. Speaker, Deputy Speaker, I was rather disappointed also when the Honorable Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity
when she replied again to a PNQ which I put to her. And what was said then? That measures are being taken, that there had been a good interactive session with all stakeholders, that the measures being proposed are measures that will give satisfaction to all the stakeholders. And I challenge the Honourable Minister to submit reports or minutes of those reports. Let it be ventilated. Let those proposals be ventilated. Let them be circulated, because we want to know what are the contents of the findings of the report. Let me, Mr. Speaker, Deputy Speaker, tell our friends on government bench. Selling a dream is easy. Translating dream into achievements is a difficult task. And the only way to do so is to rally all the stakeholders, which they have failed to do so, and they have failed abysmally. On the issue of contribution sociale généralisée, it's a curse, Mr. Speaker. It's a curse. And it will collapse like a pack of cards, because we have a government which is totally irresponsible. And this is the consequence of the irresponsibility. And those who have to bear the brunt of it are the workers of the private sector. This is why I say this motion, Mr. Speaker, has its raison d'être. And I will invite our friends sitting on the government bench to think twice, to think positively, to make a U-turn, and see to it that contribution sociale généralisée is set aside till the court pronounce on the constitutionality of the contribution sociale généralisée. Thank you very much, Mr. Speaker. You commend the motion, and it has to be seconded as well. Thank you very much. The question is that the Assembly resolve that the Contribution Sociale Généralisée Regulation 2020, published under Government Notice number 2014 of 2020, and laid on the table of the Assembly on the 3rd of November 2020, be disallowed. Those in favour say aye. Those against say no. The noes have it. The noes have it. The motion is therefore defeated. Mr. Deputy Speaker, I move for the adjournment of the Assembly to Tuesday, 24th November at 11:30. The House stand adjourned.